Peut-être qu'on ouvre maintenant cette troisième table ronde qui porte ce titre, la communication et la santé économique des pays et des gens. Et alors, quand on parle économie, en ce moment, eh bien, un nom peut nous venir assez naturellement à l'esprit, celui du prix Nobel d'économie. C'est un nom français qui rend fier Philippe Aghion, professeur au Collège de France, qui aurait adoré venir, qui avait prévu de venir parmi vous ce jour. Bon, ça c'était avant son prix Nobel. Il a pris la grosse tête. Finalement, il a dit je vous snob. Je plaisante. Son emploi du temps a évidemment été chamboulé, mais il a tenu absolument à nous dédier et vous dédier une vidéo précisément sur ce thème de cette table ronde qu'il avait également compulsé et travaillé. Je vous propose qu'on la découvre et puis ensuite on ouvrira la table ronde avec mes deux invités. On regarde. Si vous voulez, je l'ai eu parce qu'avec Peter Howitt, nous avons développé un modèle de croissance qu'on appelle schumpeterien, c'est-à-dire un nouveau modèle de croissance qui intègre, où le moteur de croissance principal, c'est l'innovation par la destruction créatrice. Les trois idées de base du modèle, c'est que la croissance de long terme résulte de l'innovation cumulative. Chaque innovateur bâtit sur la base d'innovations précédentes. La deuxième idée, c'est que l'innovation ne tombe pas du ciel. Elle est le résultat d'activités d'entrepreneurs qui innovent, qui investissent en recherche-développement pour innover, parce que s'ils innovent, ils ont des rentes d'innovation, parce qu'ils ont un meilleur produit, une manière moins chère de produire. Et puis la troisième idée, c'est la destruction créatrice, c'est-à-dire que les nouvelles innovations remplacent les anciennes technologies. Et au cœur de cette théorie, il y a une contradiction. D'un côté, il faut des rentes d'innovation pour motiver les investissements innovants, mais d'un autre côté, les innovateurs d'hier sont tentés d'utiliser leurs rentes pour empêcher de nouvelles innovations, parce qu'ils veulent pas être, eux, sujets à destruction créatrice. Et réguler l'économie de marché, c'est gérer cette contradiction-là. Voilà. Et vraiment, c'est vraiment un monde qu'on décrit où la croissance, c'est des nouveaux talents qui viennent sans arrêt, qui créent des entreprises, qui développent leurs entreprises. Et quand ils deviennent gros, il faut s'assurer qu'ils ne vont pas utiliser la puissance qu'ils ont acquise pour empêcher de nouveaux innovants, de nouveaux talents d'émerger. Et c'est ça le monde dans lequel on évolue. Alors la politique de concurrence, évidemment, joue un rôle très important, parce que c'est ça qui fait que les entreprises en place, établies, ne vont pas empêcher l'entrée de nouveaux innovants. Et donc voilà, et j'ai développé donc un paradigme avec mon co-auteur Peter Howitt, qui est basé là-dessus, quoi. Voilà, c'est vraiment les pays qui innovent le plus, c'est les pays où il y a davantage d'entrées et de sorties d'entreprises. Il y a davantage où la croissance des entreprises, des gens qui ont du talent est plus facilitée, et où il y a sans arrêt cette croissance des talents. Mais une fois que les entreprises sont devenues grandes, elles n'empêchent pas les nouvelles entreprises d'arriver sur le marché. Et c'est vraiment le paradigme que j'ai développé. Voilà. C'est pour ça qu'on a eu le prix. C'est très important parce que d'abord, si vous voulez, je vous ai dit l'innovation cumulative. Donc l'innovation cumulative, c'est l'idée que je bâtis sur des recherches, sur des innovations antérieures. Donc je dois pouvoir accéder à ce savoir. Par exemple, le brevet a un aspect communication. Quand tu brevettes, tu dois expliquer comment tu as produit ta technologie, de façon que, à la fois, ça te protège tes droits de propriété, mais en même temps, ça permet à d'autres personnes d'innover sur la base de ce que toi tu as fait. Donc, dans le brevet, il y a un aspect communication, parce que sinon, on réinvente la roue sans arrêt. Et c'est très important que l'innovation avance,
Donc la communication, c'est un aspect très important parce que c'est ce qui permet à l'innovation d'être vraiment cumulative. Et c'est pour ça d'ailleurs que la révolution industrielle a eu lieu en Europe et pas ailleurs, parce qu'en Europe, il y avait des universités, et donc les universités, il y a de la liberté et il y a de l'ouverture. Et c'est-à-dire qu'on peut accéder aux recherches existantes. C'est très important. C'est ça qui permet au savoir de progresser. Et il y avait également l'encyclopédie. L'encyclopédie, c'était en Europe. Et l'encyclopédie a permis de codifier le savoir et donc de rendre accessible le savoir codifié. Vous voyez. Et donc on a pu bâtir sur la base de savoir codifié. Et évidemment, l'imprimerie et la poste ont joué un rôle fondamental dans le fait que la première révolution industrielle a eu lieu en Europe et pas dans d'autres pays. C'est vraiment le fait de l'université, l'encyclopédie, la poste et l'imprimerie, c'est tout ça, ça a favorisé la communication et donc l'innovation cumulative. Et ça a été vraiment un moteur de la révolution industrielle et du décollage de la croissance en Europe. Ben, c'est important évidemment d'avoir un lien. C'est-à-dire que je pense que d'abord, c'est important que les entreprises sachent quelle est la demande pour leurs produits. Je pense que c'est important qu'ils aient des capteurs, qu'ils savent, voilà, qu'ils aient des sondages, qu'ils aient une idée de quels sont les besoins. Il faut répondre à des besoins. Donc c'est important de produire des choses dont on a besoin. Donc il y a déjà l'information qui doit aller des consommateurs vers les entreprises, parce que comme ça on ajuste la production à la demande. Mais c'est important aussi qu'il y ait l'information des entreprises vers les consommateurs. La publicité a un rôle, elle peut avoir des fois un rôle néfaste, mais elle a quand même un rôle vertueux également. C'est important que les consommateurs puissent juger. Alors évidemment, la publicité peut être mensongère, mais c'est important qu'elle ne le soit pas et de réglementer. Mais c'est important évidemment que le consommateur soit informé de ce qui est disponible. Par exemple, il va y avoir des nouveaux produits en intelligence artificielle ou de nouvelles technologies. C'est très important que les consommateurs soient au courant. Ou par exemple, pour pouvoir avoir accès à des produits moins chers, la concurrence ne pourrait pas s'exercer sans communication. C'est important de savoir où est-ce que je peux acheter le moins cher. Et c'est ça qui permet qu'il y ait de la concurrence. Et la concurrence stimule l'innovation. Donc la concurrence est très importante, mais sans communication, il n'y a pas vraiment de concurrence. Donc la concurrence est un élément clé de la communication est un élément clé de la concurrence. Et la concurrence est un élément clé de l'innovation. Il y a Philippe Aghion qui nous montre que finalement l'innovation est un levier de croissance. Et alors justement pour en parler, je vous propose d'accueillir Jean-Paul Agon, président de L'Oréal et président du conseil d'administration d'HEC Paris. Rejoignez-nous et bienvenue à vous. Et puis Corinne Régène, directrice générale pôle partenaire groupe Les Échos Le Parisien et présidente du SRI, le syndicat des régies Internet. Bonjour et bienvenue à tous les deux. Jean-Paul Agon, j'ai vu que vous écoutiez avec beaucoup d'attention, comme nous tous d'ailleurs, cette vidéo. Alors vous, qui avez fait toute votre carrière à L'Oréal, qui connaissez le groupe mieux que personne, est-ce que votre entreprise correspond au modèle qui est décrit ici? Oui, bonjour. Ça marche? Ça marche. Alors, bonjour. Oui, celui-là est allumé, celui-là ne l'est pas. Merci beaucoup. Pour communiquer, il vaut mieux les micros allumés. Donc, oui, tout à fait. Enfin, bon, c'est pas un mystère que de dire que ce que décrit le professeur Aghion, c'est exactement d'ailleurs L'Oréal. L'innovation créatrice, elle est permanente, et c'est ce modèle d'innovateurs qui créent des produits, d'autres qui suivent derrière, qui créent des nouveaux produits, et que ces nouveaux produits finalement détruisent les produits précédents, etc. C'est exactement le modèle d'une entreprise de grande consommation basée sur la recherche et l'innovation. Donc c'est tout à fait passionnant. On invitera certainement le professeur un jour chez L'Oréal pour qu'il voit un peu comment on fait ça dans le quotidien, dans la pratique, dans la beauté en tout cas, et c'est tout à fait effectivement tout à fait adapté. La communication qui fait partie de l'ADN de L'Oréal sous toutes ses formes, sous tous ses états, on pourrait dire. Bah oui, enfin L'Oréal encore une fois tout le monde connaît, mais c'est vrai que L'Oréal est devenue la première entreprise de beauté au monde parce que pour 2-3 raisons fondamentales. Un, parce que effectivement, elle a été capable d'inventer en permanence des nouveaux produits, donc l'innovation de produits de haute qualité. La qualité est fondamentale. Et deuxièmement, et cette qualité a été permise par la recherche, mais deuxièmement, bien évidemment, parce qu'elle a communiqué.
cette qualité, elle a communiqué ses innovations, elle a communiqué ses produits dans le monde entier. Et effectivement, c'est un bon exemple, puisque aujourd'hui, on vend à peu près 7 milliards de produits dans tous les pays du monde, à près 1,2 milliard de consommateurs dans le monde. Donc, la communication, c'est bien évidemment le lien fondamental entre l'entreprise, ses produits, sa qualité et, comme disait le professeur aussi, les besoins, les envies des consommateurs à travers le monde. Donc la consommation a été absolument, enfin la communication a été absolument déterminante dans cette réussite. On va revenir d'ailleurs sur l'innovation et puis aussi la communication interne et sur l'entreprise elle-même parce que c'est important aussi. Mais regardons d'abord la communication sous tous ses états. Chez L'Oréal, ça donne ça. En tout cas, c'est ce qu'on appelle notre carte de visite, c'est-à-dire que quand on veut se présenter, c'est ce qu'on montre. C'est une manière d'illustrer la communication. C'est intéressant, je trouve, merci. C'est intéressant parce que c'est vraiment la démonstration même de notre sujet. C'est-à-dire que ce que vous avez vu là, vous l'avez compris, ça a duré 2 minutes, et vous en avez compris beaucoup plus en 2 minutes de ce film qu'en 1 heure d'un exposé que j'aurais pu faire ou de questions que vous auriez pu me poser. Donc, je pense que c'est un bon résumé de ce que la communication peut faire. Et on parlait d'innovation, là on parlait de faire avancer aussi le monde, mais les innovations aussi. C'est intéressant parce que ça, c'est au cœur et dès l'origine de la création de L'Oréal. Pour le coup, vous donnez l'exemple des produits solaires, c'est un coup de génie et ça allie la bonne idée, la communication et l'innovation. Oui, c'est aussi un bon exemple. Alors, on a préparé quelques exemples visuels et puis en plus de communication, c'est normal, on est dans le sujet. Et effectivement, l'un des premiers succès de L'Oréal, vous voyez Monsieur Schueller à gauche, ça c'était en 1936. Monsieur Schueller a eu cette idée absolument géniale, juste au moment des congés payés, de la création des congés payés en France. Il faisait du bateau et il se rendait compte qu'en bateau, on prenait des coups de soleil. Pourtant, c'était en Bretagne, mais en Bretagne, il fait très beau aussi. Il s'est dit, faudrait inventer un produit qui est très agréable et qui protège des coups de soleil. Et donc, il a inventé l'ambre solaire, l'huile solaire, en 1936. Et c'était à la fois donc, c'est le résumé aussi finalement de ce qu'est L'Oréal, c'est-à-dire une formidable idée, une formidable invention, parce que ça n'existait pas quand même avant, et une formidable communication. Parce que, bien évidemment, il a communiqué ça avec la pin-up ambre solaire qu'on ne voit pas là, mais qui a été célèbre pendant plusieurs générations. Là aussi, donc, c'est la communication au service d'une idée, d'une innovation.
et aussi d'un besoin. Parce que on sait bien aujourd'hui d'ailleurs que les rayons solaires génèrent des cancers de la peau, et ça a eu même donc une utilité, je pense, en matière de santé tout à fait importante. Oui, c'est la communication d'un message qui soit pas, vous disiez, qui ne soit pas des sornettes, mais pour le coup, un message à valeur ajoutée, qui existe d'ailleurs aussi depuis la nuit des temps, parce que la communication, c'est aussi le propre de l'homme, tout de même. Absolument. Et c'est aussi le travail que vous avez effectué dans le message de L'Oréal, qui est pour le coup un message très intéressant parce qu'il est incontournable et il parle au monde entier où que l'on soit, qui est ce fameux Because we were it. Voilà, parce que vous le valez bien, mais en anglais, c'est mieux en anglais. Alors, la traduction française n'a pas toujours été appréciée comme elle aurait pu l'être, parce que en fait, c'est pas facile de traduire Because you're worth it. Because you're worth it en anglais, c'est vraiment puissant, parce que ça résonne vraiment en profondeur. Ça résonne. Le worth, c'est la valeur, c'est la valeur au sens de je sais pas comment on pourrait dire, oui, profond, de ce que vous êtes vraiment, de votre identité, existentielle, merci. Et cette invention du Because you're worth it, ou Because we are worth it, a été absolument déterminante parce que c'est un message absolument universel. Toutes les femmes et les hommes aussi, bien sûr, toute l'humanité se retrouve dans cette envie, dans ce besoin, dans cette aspiration à être worth it. Et donc, c'est vrai que ça a été un message absolument formidable sur lequel on capitalise partout et qui est très profond parce que c'est pas un message commercial. D'ailleurs, le Because you're worth it ne parle pas du produit, il parle de la personne. Et c'est là où il y a vraiment, je crois, vraiment un coup de génie qui porte la marque depuis l'époque. Et depuis combien de temps? Parce qu'il a été créé il y a combien de temps En 1970. Et alors il y a une anecdote assez amusante. Moi, je m'occupe, je m'occupe d'un musée en Grèce parce que j'adore la Grèce, donc je vais souvent en Grèce. Donc je m'occupe du musée Cycladique à Athènes, qui est un très beau musée si vous avez l'occasion d'y aller. Et on a fait une exposition dans ce musée cycladique qui s'appelait Kalos. Et le Kalos, dans la Grèce antique, c'était justement la beauté et le worth, la valeur au sens de la force, le courage, la vertu. Et donc, les Grecs d'il y a 2500 ans avaient déjà inventé finalement cette connexion profonde entre ce qu'est la beauté et la vertu, la valeur. Et donc, ils avaient inventé le Because you're worth it bien avant qu'on le retrouve. Et d'ailleurs, on ne le savait pas et j'ai découvert un peu par hasard, mais c'est vraiment... ça montre à quel point, finalement, c'est profond dans l'essence humaine. Cette communication existentielle, comme vous diriez. Oui, existentielle. Alors peut-être vous faire rebondir là-dessus avant après d'aller plus loin sur la stratégie aussi que vous proposez au sein du pôle. Mais c'est intéressant cette réflexion sur l'essence, la profondeur d'un message à passer. Finalement, est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée que la communication sert plus seulement à faire connaître, mais aussi finalement qu'elle doit aider à se projeter, à s'orienter finalement dans le futur? Alors complètement d'accord. Ce qu'on voit bien aujourd'hui, c'est qu'on est face à un enjeu qui est un enjeu historique, un enjeu qui est vraiment l'enjeu du siècle, hein, le dérèglement climatique, la transition environnementale, et que face à ça, la communication peut et doit guider, peut et doit aider à se projeter, et peut et doit aussi nous aider à créer les conditions d'un monde avec un modèle de croissance qui soit différent. Il y a une phrase que cite souvent le patron de la rédaction des Éco-Weekends, Jean-Francis Pécresse, pour ne pas le citer, qui dit que plus il y a du chaos dans le monde et plus on a besoin de récits, parce que les récits sont structurants, nous aident à nous retrouver. C'est pas pour rien si les enfants, on leur raconte des histoires quand ils sont petits, parce que ça les aide à grandir. C'est exactement de ça dont il s'agit. Donc face à ce défi vraiment historique, existentiel pour nous tous, il faut que la communication bouge en termes de fonction, et je trouve que la démonstration que vous avez faite est extrêmement édifiante sur le fait qu'on ne parle pas du produit directement, on parle vraiment de quelque chose de beaucoup plus fort et de beaucoup plus existentiel. Ouais, absolument. Et ce qui m'a beaucoup toujours fasciné avec cette campagne, c'est que
elle résonne avec toutes les femmes du monde. Elle résonne avec elle était en particulier destinée aux femmes, mais c'est vrai aussi pour les hommes. Mais c'est vrai qu'elle, les Américaines, les Européennes, en Chine, exactement pareil, en Inde, bien sûr en Europe, en Amérique latine, au Brésil, partout, etc. Et je dirais même que plus les conditions sont difficiles, plus elles résonnent. Je suis sûr que, malheureusement, on ne l'a jamais fait, mais si on expliquait ça aux femmes afghanes, pour elles, c'est peut-être là où ça résonne le plus. Because you're worth it, parce qu'elles le valent bien. Et donc, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement puissant. Encore une fois, pas commercial. Hein, on a d'autres exemples de très beaux... Oui, parce qu'est-ce que ce message universel, à caractère universel, il est aussi... C'est rare que ça soit aussi puissant universellement ou pas dans la communication. Oui, c'est rare parce qu'il faut que ça... Alors, il y a des messages qui sont plus commerciaux, mais qui sont universels aussi. Par exemple, le What Else de Nespresso, Nestlé étant mon actionnaire, donc je vais en dire un mot, mais c'est aussi universel parce que ça marche partout. Mais c'est plutôt là, on parle du café, on parle pas de la personne. C'est moins, ça touche moins à l'essentiel. Oui, là c'est vraiment l'individualité qui est touchée, et c'est pour ça que ça résonne absolument partout dans le monde. Corinne Régen. Si je peux me permettre, Think Different, le claim d'Apple, c'était aussi dans ce registre-là. Hein. C'est quelque chose qui ou le bien. Just Do It. Ou le Just Do It. Mais le Think Different, il est encore plus... Parce que c'est moins puissant, effectivement. Vous aviez commencé à parler de temps difficiles. Est-ce que les gens gagnent à communiquer en temps d'incertitude, en temps de crise, ou est-ce qu'il vaut mieux se faire plus discret dans ces moments-là? Non, je partage totalement l'avis que vous avez exprimé sur l'importance du récit. Le récit, c'est fondamental. C'est ce qui caractérise aussi, je pense, l'humain. Et que les temps soient difficiles ou faciles, le récit est clé, et peut-être même qu'il est encore plus clé dans les temps difficiles. Alors, à condition que les messages portés, les récits soient des récits positifs, constructifs, intéressants, etc. Mais sains. Je pense que c'est extrêmement important. Corinne Régen, comment est-ce que la com justement peut se mettre au service d'un nouveau modèle de croissance ou de ce futur dont vous parliez? En fait, les récits, c'est pour ça que c'est important de savoir qui les porte. Parce que ces récits, effectivement, ils doivent aussi au service de quelque chose qui soit juste, qui soit vrai, qui soit vérifié, et qui soit pas au service du scandale, qui soit pas au service des fake news. Donc, qui soit à ce service-là. Je pense que la communication, très clairement, a un rôle et une fonction à jouer dans la réconciliation, l'articulation entre la croissance et l'impératif de durabilité. On est dans un monde fini. Enfin, je pense que c'est partagé majoritairement, en tout cas, par ceux qui sont raisonnables, on va dire. Et je dis ça sans stigmatiser qui que ce soit, hein, mais je pense que la science aujourd'hui, les scientifiques, la majorité de la communauté mondiale est plutôt du côté de ce constat qui consiste à dire on est dans un monde fini avec des ressources finies, donc il faut absolument réconcilier la croissance et la durabilité. Donc il y a des modèles de développement durable, souhaitable, soutenable, on peut les appeler comme on veut, mais c'est tout à fait possible. Et la communication a tout son rôle à jouer pour réaliser cette articulation. Et dans la façon de faire, évidemment, il y a quelque chose qui est du registre de réunir les conditions pour pouvoir projeter des imaginaires nouveaux, des imaginaires au service de cette réconciliation, au service d'une sobriété qui heureuse. Hein, le noir et blanc n'est pas forcément triste, hein, donc on peut être dans quelque chose qui est plus sobre et qui est plus soutenable et qui est plus agréable au final. Alors justement, j'ai un autre exemple à vous montrer qui va tout à fait dans le sens que vous dites, en plus qui a été réalisé par une excellente agence qui s'appelle BETC. Donc je ne pouvais pas m'empêcher de le montrer aujourd'hui. C'est ça, c'est Join the Refill Movement, qui est une campagne internationale qui pousse à l'utilisation des recharges, puisque finalement énormément de gâchis et de déchets seraient évités si les gens utilisaient plus souvent les recharges. Donc ça c'est pour le refill. Et puis on a une autre campagne, après j'arrête, je vous promets, je ne fais pas de la pub pour L'Oréal. La suivante, s'il vous plaît, c'est très intéressant. Ça, c'est aussi nos marques font des campagnes d'éducation ou des campagnes pour des causes. Et là, c'est une très bonne campagne à mon sens contre le harcèlement de rue. Et donc la marque L'Oréal Paris
parce qu'il y a une idée insupportable qui consiste à dire que La jupe était trop courte. voilà, où il y avait trop de rouge à lèvres, où le mascara était Trop noir. trop noir, etc., etc. Et donc c'est l'idée, c'est de dire que votre rouge à lèvres n'y est pour rien, vos talons n'y sont pour rien, votre robe n'y est pour rien. Et donc toute une campagne aussi pour mobiliser les gens dans les transports en commun, partout pour s'opposer ou pour s'interposer quand il y a du harcèlement de rue. Donc la communication sert aussi à ce genre de cause très importante. Oui, et Corinne Mregen, vous montrez ça, que ça a le pouvoir de changer le regard, les comportements. On peut imaginer d'ailleurs ce qui se passait déjà à l'époque de la ceinture de sécurité, finalement. C'était aussi des messages qu'on pouvait lancer. Non, mais là, je trouve que c'est une très belle démonstration, effectivement, de la capacité de la communication à valoriser des comportements qui soient durables, à promouvoir, je le disais tout à l'heure, des imaginaires qui soient responsables, c'est-à-dire, effectivement, les recharges, c'est la base. En fait, ça paraît... Alors, c'était il y a 10 ans, on n'y pensait pas. Aujourd'hui, c'est la base et on est très content et très fier de pouvoir avoir sa recharge plutôt que de jeter un flacon en verre, alors qu'on sait très bien qu'il y a un vrai problème structurel sur le verre. Donc ça, c'est très important. En illustration, effectivement, moi, les campagnes que j'ai en tête et qu'on a tous en tête, c'est les campagnes civiques autour du port du casque qui est devenu obligatoire quand on est sur un 2 roues à moteur, ou de la ceinture de sécurité. Qui n'était pas avant. Qui n'était pas. L'adoption massive de ces comportements-là. Alors, il y a une législation aussi qui a accompagné ce changement massif, mais ces campagnes de communication, on les a tous en tête et on voit à quel point elles ont été efficaces. Et puis peut-être, sans vouloir faire une page de promotion pour mon groupe et ma régie publicitaire, ce que nous, on essaye, ce que moi je défends beaucoup en matière de communication, c'est ce que j'appelle les grands programmes de communication, dont la fonction, c'est de pouvoir, sur le temps long, et je crois que ça, c'est très important en matière de communication, de s'inscrire dans le temps long et de pouvoir, autour d'une thématique, et notamment les thématiques qui traitent des sujets de transition environnementale, sociale et sociétale, ont besoin de temps, de granularité pour expliquer, pour rentrer de manière un peu approfondie dans les sujets, pour pouvoir d'abord comprendre, décrypter et ensuite permettre un changement des comportements. Il y a une campagne, un programme qui me vient en tête qu'on avait fait il y a quelques années avec AXA et le ministère de l'Éducation nationale qui s'appelait Planète Action. Et le sujet, c'était vraiment de faire en sorte de faire émerger une nouvelle génération de l'économie sociale et solidaire. L'idée, c'était d'identifier 10 personnalités de la société civile. Donc, on avait demandé à Lucie Bage de Too Good To Go, on avait demandé à Frédéric Mazella de Blablacar, on avait demandé à Valérie Masson-Delmotte du GIEC ou à Dominique Schelcher de Système U. On leur avait donné la possibilité de retourner dans leur lycée d'origine, à Paris, à Nantes, à Strasbourg. Donc, pas seulement à Paris et pas seulement à Henri IV, partout en France, de retourner dans leur lycée d'origine et de dialoguer avec des lycéens autour des sujets d'économie sociale et solidaire pour les inciter à agir. Et en fait, d'abord, c'était des événements extrêmement émouvants et extrêmement stimulants. Donc ça, c'était génial. On avait aussi un fil rouge sanctuarisé dans les Échos et dans le Parisien, et sur le print et sur le numérique. Et en fait, ce qui était très intéressant en termes de résultats, c'est que quand on a fait une étude post cette année, parce que ça a duré pendant 1 an, les lecteurs et les internautes qui ont été exposés à ces contenus nous ont dit que ça leur avait donné envie d'agir, donc envie de changer de comportement et envie d'agir. Voilà. Donc ça, c'est une illustration extrêmement concrète et tangible de ce que vous disiez tout à l'heure. Et alors en même temps, il va falloir faire avec, parce que la stratégie de communication évolue, notamment parce que il faut faire avec la montée en puissance des réseaux sociaux, et ça peut être un peu perturbant pour les grands groupes et pour les grandes marques. En tout cas, c'est... Comment il y a eu beaucoup d'évolutions en communication. La communication évolue au fur et à mesure que les moyens de communication, justement, évoluent. Donc, effectivement, les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est déterminant. On est passé aujourd'hui, par exemple, chez L'Oréal, à pratiquement 80% qui est sur les réseaux sociaux de nos investissements médias. C'est énorme, mais on n'a pas de choix parce que c'est là que sont les consommateurs, c'est là que sont les clients, c'est là que sont les tendances, c'est là que sont tous les désirs. Et donc, j'avoue que c'est une transition qui n'est pas facile, surtout parce qu'il y a une contraction du message. Il y a une contraction du message telle que il n'est pas facile d'arriver à garder, parce qu'on essaie quand même toujours de faire des communications qui ont un vrai sens, qui ont une vraie... authenticité. Oui, une vraie authenticité, un vrai fond. Et c'est vrai que le côté instantané, très court, des messages sur les réseaux sociaux, puisqu'un message TikTok, ça peut être quelques secondes,
c'est pas facile à faire. Et bon, il faut s'adapter. Sans doute que ça évoluera à nouveau vers quelque chose d'autre, mais on n'a pas le choix. Il faut y passer. Avec le pire de tout, la fake reality. Et ça, pour le coup, pour une marque aussi, ça peut être problématique. Ah bah ça, c'est sûr que c'est problématique. Pour l'instant, on n'a pas encore trop eu ce problème, mais il va venir. Et donc ça va être vraiment, je pense que pour les agences, pour tous les spécialistes que vous êtes en communication, ça va être vraiment des nouveaux challenges, des nouvelles questions, des nouvelles interrogations assez fondamentales. Il va falloir trouver la manière de se lier, enfin de lier les consommateurs et consommatrices à nos univers de marque de façon à ce qu'ils puissent être protégés de ces fake reality qui risquent tout envahir. Oui, Corinne Réjeanne, vous parlez du coup de cadre de confiance qui est très important dans cet environnement-là. Oui, très clairement, le premier enjeu, c'était vraiment pour moi l'enjeu du sens. Le deuxième enjeu, c'est le cadre de diffusion et le cadre de déploiement. Et vous avez tout à fait raison. Le grand sujet aujourd'hui, c'est dans quel contexte et dans quel cadre vous déployez, vous diffusez vos magnifiques campagnes de communication qui ont du sens, qui sont porteurs de sens. Et là, je pense qu'il y a un enjeu clé. Ça a été dit tout à l'heure ce matin et ça a été redit par Mercedes tout à l'heure. Très clairement, il faut s'assurer, enfin le b.a.-ba, je pense, pour les entreprises et pour les annonceurs, c'est de s'assurer et d'avoir la garantie d'être dans des contextes de brand safety, de brand suitability, comme on dit dans notre jargon. Répétez pour moi. De brand safety, c'est-à-dire de contexte où la marque est sécurisée et où c'est compatible avec les contextes dans lesquels la communication s'inscrit sont compatibles avec cette campagne de communication. C'est-à-dire, pour le dire autrement, très 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 loin, vous le disiez tout à l'heure, des fake news, des scandales, des polémiques qui stériles, enfin de la radicalité qui est quand même quasiment la norme sur les réseaux sociaux, enfin qui domine les réseaux sociaux, puisqu'on sait tous que les algos fonctionnent, la viralité des algos fonctionne sur le mécontentement. Donc plus on est mécontent et plus ça viralise. Voilà. Donc ça, c'est la première garantie qu'il faut réussir à fournir. Et puis la deuxième garantie, ça a été dit aussi ce matin, je crois que par Gaspard Ganzer, c'est la question des algos, c'est-à-dire la transparence des algos et de la mesure, elle est importante. On peut pas accepter de diffuser ces contenus dans des contextes et avec des algos qui sont complètement opaques. Et quand je dis complètement opaques, c'est complètement opaque, avec en plus des changements d'algo qu'on subit. Alors nous, médias, on le voit très très bien, parce que subitement, on ne sait pas pourquoi, parce qu'on a une négociation avec YouTube, subitement, nos contenus, ils baissent. Là, ça va mieux. Hier, on m'a donné des chiffres. Tout est remonté. Vraiment, je vous assure, c'est aussi linéaire que ça. Bon, alors après, faut pas, voilà. Mais vraiment, c'est assez spectaculaire. Donc, et puis la mesure, c'est-à-dire qu'en fait, c'est extrêmement important pour les entreprises et pour les marques de pouvoir mesurer les contacts, l'exposition, la façon dont la relation se produit. Voilà. Donc ça, ce cadre me paraît extrêmement important. Et vous parlez de cohabitation justement, quand même, parce qu'on n'a pas le choix. Donc entre les médias traditionnels et finalement les médias digitaux. Comment elle s'opère pour vous, pour imaginer le futur? Il faut réussir aussi à communiquer avec ces jeunes générations qui sont davantage sur les médias digitaux. Vous y avez évidemment réfléchi. Alors moi, d'une manière générale, je crois toujours à l'hybridation. Je crois que la pureté, elle est toujours un petit peu dangereuse. D'ailleurs, on voit bien que l'histoire a prouvé que quand on était dans des mondes où certains prenaient une forme de pureté, c'était toujours un petit peu dangereux. Donc je crois à l'hybridation. L'hybridation en matière de mix média, elle est évidente, vous l'avez très très bien dit. Les plateformes ont un bénéfice majeur, c'est leur puissance instantanée. C'est un reach hallucinant, c'est-à-dire que la puissance instantanée d'un méta est extrêmement forte. Donc ça, c'est une portée immédiate qui est importante. Ça, dont acte, donc c'est important. Après, moi, ce que je pense, c'est que nos médias, je pense que Marianne... Alors, tu dis moins que la télé. Alors, en puissance instantanée. À un moment donné, moins que la télé. Donc, Marianne, je te laisserai argumenter. Bon, enfin, en tout cas, il y a une puissance instantanée qui est indéniable. La télé a aussi une puissance instantanée. Moi, ce que je pense, c'est que, et ça a été dit aussi tout à l'heure, et vous l'avez dit aussi, moi, je crois au modèle de valeur. Les modèles de valeur, c'est par rapport au modèle de volume. Les modèles de valeur, c'est pas forcément des modèles qui excluent.
Les modèles de valeur, c'est des modèles qui respectent les gens, qui respectent les contenus, qui respectent la relation. Moi, je crois au modèle, nous, on croit au modèle de valeur. Qu'est-ce qu'on apporte, nous, les médias dits, alors j'aime pas cette expression, mais c'est très difficile de nous qualifier, les médias dits historiques. Parce que quand on dit les médias, je sais pas, dans la préparation, il y avait marqué médias traditionnels. Voilà. Bon, alors ça, j'aime. Voilà, je déteste aussi ce mot historique traditionnel. Alors historique, c'est plutôt pas mal, mais en fait, ce qu'il faut surtout avoir en tête, c'est que quand on parle de médias historiques, on parle de médias qui aujourd'hui avons développé très 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 fortement nos audiences, notamment sur le numérique et notamment sur les plateformes et sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que des groupes comme les nôtres, des médias d'information, je vais parler surtout de ceux que je connais bien, parce que j'ai travaillé dans un certain nombre de médias d'information. Les médias d'information ont 10 fois plus d'audience aujourd'hui qu'ils n'en avaient il y a 10 ans et ont un rayonnement extrêmement fort via pas seulement le print, mais le numérique, les réseaux sociaux, l'événementiel, etc., etc. Donc, nous, ce qu'on apporte, c'est qu'on apporte une garantie d'intégrité et de maîtrise des environnements, des contenus qui sont produits. Les contenus qui sont chez nous, quand vous communiquez dans nos contextes, dans nos environnements, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de fake news. Vous êtes sûr que vous ne trouverez pas dans le site des Échos un tuto qui dit que la Terre est plate. Voilà. Ou un interview de je ne sais pas qui dit que l'homosexualité c'est une maladie mentale, ou encore que les femmes sont des accessoires ménagers. Parce que c'est ça dont il s'agit sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a des contributeurs, il y a des producteurs de contenu qui produisent des choses formidables, mais il y a aussi ça. Voilà. Nous, c'est dans notre ADN, c'est notre contrat de base, hein, c'est notre fonction, c'est d'informer. C'est pour ça que je pense qu'on est un peu on existe aussi parce que c'est du registre de l'intérêt général. Alors chacun avec sa ligne éditoriale et les débats actuels prouvent bien que c'est pas du tout facile, hein, mais on est dans ce registre-là. Donc, pour répondre en une phrase à votre question, stratégie pour la jeunesse. Voilà. Mais d'abord, avant de parler en une phrase, c'est que le mix plateforme, puissance instantanée et médias dits historiques, construction de la marque de façon durable. Construction de la marque de façon durable. Et ensuite, donc, s'adresser à cette jeunesse qui pourrait être soi-disant preneuse de raccourcis ou de petits tutos ou vidéos qui sont parfois critiquables, il faut arriver à les toucher malgré tout et sur ces supports. Non, mais vous avez tout à fait raison. Il faut faire appel de plus en plus à des médias complémentaires. Parce que, par exemple, les réseaux sociaux ou maintenant les nouveaux médias qui se développent beaucoup, qui sont les médias liés aux plateformes de e-commerce, etc., sont aussi souvent des médias transactionnels. C'est-à-dire que finalement, la communication sur le fond de la marque, sur le sens de la marque, sur la qualité devient de plus en plus mince et c'est de plus en plus transactionnel. Et donc, il faut, je pense que vous avez parfaitement raison, cette hybridation, c'est de trouver tous les moyens de façon à ce que les consommateurs puissent être à la fois, je dirais, interpellés par tous les moyens qu'il faut, mais ensuite qu'ils aient la possibilité d'avoir accès à l'information, le contenu, le fond par différents systèmes. Et je pense qu'effectivement, les médias classiques ou historiques, un peu les canaux historiques, comme on dit en Corse, le canal historique va continuer à exister parce qu'il va être de plus en plus complémentaire. D'ailleurs, on voit, nous, on est en train de réinvestir plus dans les médias historiques, la presse, la télévision, bien sûr, l'affichage aussi, qui est important, et tout ça va jouer en complémentarité, que chaque média va jouer son rôle dans l'information, la communication de c'est quoi ça? Ah oui, ça c'est une campagne qu'on fait actuellement. On le voit bien, d'ailleurs, ça c'est pas du tout du TikTok. Hein. C'est une campagne sur L'Oréal pour que les gens comprennent ce que c'est que L'Oréal en France, par exemple. La beauté en France, enfin la beauté à travers toutes ses formes, et donc L'Oréal. Et donc, par exemple, ça c'est typiquement une campagne qui n'a rien à voir, qui ne pourrait pas être faite sur aucun autre média d'ailleurs. Et ce serait dans quel média? Ça c'était Le Monde. Ah, c'est dans Le Monde. Oui, oui. Et alors là, on touche aussi à un autre sujet qui est comment faire en sorte que le message soit bien calibré en fonction des différents médias et de manière là aussi hybride et complémentaire.
Et il y a un bon exemple, c'est les vidéos. Vous avez réussi à prendre le tournant, pour le coup, des petites vidéos en parlant de sujets extrêmement sérieux aux jeunes. Des petites et des longues. Ouais. On a beaucoup développé, parce que nous aussi, on s'est inspiré, vous le dites très bien, on s'est inspiré de ce qu'il y a sur les plateformes pour aller toucher aussi les plus jeunes qui avaient un petit peu, à un moment, déserté, il faut bien le dire, les médias dits historiques. Et on a développé notamment le format vidéo avec comme inspiration des plateformes des incarnants extrêmement forts, un traitement très pédagogique, très accessible. En fait, l'idée, c'était d'ouvrir des portes pour essayer de permettre aux jeunes de venir aussi, d'aller, parce que c'est à nous d'aller les voir sur leurs canaux, de diffuser sur leurs canaux et là où étaient les usages. Et les deux illustrations spectaculaires, c'est que sur Le Parisien, aujourd'hui, Le Parisien, c'est 440 millions de vidéos vues par mois. Ça veut dire que c'est plus que Brut ou Combini. 440 millions de vidéos vues par mois. C'est sur Google, je pense qu'il y a 2 requêtes sur 3 quand vous tapez une question, parce qu'il y a encore des gens qui utilisent Google, il n'y a pas que les LLM, ça va venir, mais il n'y a pas que les LLM. Il y a 2 requêtes sur 3, la réponse c'est une vidéo du Parisien. Aujourd'hui, c'est 13 millions d'abonnés aux plateformes via Le Parisien, donc c'est extrêmement important. Je pense que la dernière vidéo qui a cartonné, c'est la vidéo sur le tourisme, qui est très amusante, je vous recommande de la regarder. C'est Le Touriste, c'est 1 million de vidéos vues, donc c'est extrêmement important. Sur les échos, à la façon des échos, c'est un autre traitement. Il y a 2 formats extrêmement intéressants qui nous ont permis vraiment de pénétrer cette cible. Le sujet sur les échos, c'est que c'est une marque, quand on ne l'a pas lu, quand on ne l'a pas vue, un peu intimidante. Alors, pas pour ceux qui lisent les échos, mais pour ceux qui n'ont pas lu d'article dans les échos, on se dit les échos, c'est peut-être un peu austère, c'est un peu triste, pas du tout, c'est pas du tout triste, c'est pas du tout austère, c'est hyper c'est hyper précis en termes de valeur ajoutée. Alors, il y a 2 formats qui ont été développés qui cartonnent. Le premier, c'est ce qu'on appelle la sélection. Donc, quand vous êtes sur l'appli, vous avez dans l'onglet en bas un petit icône qui s'appelle la sélection. Tous les jours, entre 18h et 20h, quand vous vous mettez sur l'appli des échos, vous avez 15 cartes qui vous sont proposées. Les 15 cartes, c'est des articles des échos qui ont été sélectionnés, mais dont le titre a été revisité pour avoir un ton un peu plus impertinent, pour prendre les gens par la main. Et ça marche super bien, et avec un design qui est plus pop, très coloré, voilà. Ça cartonne. On fait ça aussi le samedi matin, le dimanche matin et le dimanche soir pour se préparer à la semaine. Ça, c'est vraiment Christophe Jacubizine, qui est le patron des rédactions depuis 18 mois des échos, qui a mis ça en place. Ça cartonne. Et l'autre vraiment, mais c'est un phénomène sur YouTube, pardon de le qualifier comme ça, c'est la série des vidéos des échos autour des business stories. Je vous recommande très fortement de regarder la vidéo donc sur YouTube. Je vous recommande fortement de regarder la vidéo sur Aromazone, qui a vraiment révolutionné aussi d'une autre manière la cosmétique. Alors évidemment, c'est pas L'Oréal, mais c'est quand même une vidéo. C'est bien aussi. C'est intéressant. Alors c'est microscopique, mais c'est intéressant. Business drama sur Atos, c'est passionnant. Ou Plan Carte avec un certain nombre d'illustrations, c'est 4 millions de vidéos. On va regarder justement à quoi ça ressemble. Oui, on va voir. Allez, on regarde. Vous connaissez le point commun entre la carte vitale, les JO et la dissuasion nucléaire? Il fonctionne grâce à cette entreprise, Atos. La femme que vous voyez là dans le téléphone qui passe un coup de fil à son mari est milliardaire. C'est l'une des femmes les plus riches d'Australie et son mari, celui qui tient le téléphone, il est milliardaire aussi. Et c'est l'un des entrepreneurs les plus influents d'Australie. 390 millions de kebabs par an. En 2021, en France, on a mangé l'équivalent de 12 kebabs par seconde. Bel effort collectif, bravo à toutes et à tous. 24 pilotes lancés à plus de 200 km/h, 80 000 fans en délire dans les tribunes, des millions de personnes scotchées devant leur écran. Vous pensez que je parle d'un Grand Prix de F1 ? Raté. Atos vit depuis 5 ans une descente aux enfers. Étranglée par plus de 5 milliards d'euros de dettes, l'entreprise a failli mourir plusieurs fois. Ce géant de la tech, vous l'avez sûrement utilisé au moins une fois comme moi pour préparer votre CV, il s'appelle Canva. Ça, c'est le GP Explorer, un événement fou, imaginé, produit et financé par un seul youtubeur, Squeezie. Alors cette semaine dans Plan Carte, on cartographie les plus de 600 kebabs de Paris. Et la carte qu'on va créer ensemble, je vous garantis 2 choses. Vous l'avez jamais vue et elle va vous révéler en creux toute la géographie des fractures parisiennes. Et ça cartonne. Ça vous avez cartonne, réussi à conquérir en fait des jeunes que vous
pensiez avoir perdu? Qui ont franchi la porte grâce à ces formats qui sont plus pédagogiques, qui sont plus incarnants, qui sont plus modernes. Je sais pas comment le qualifier, qui sont plus modernes. Et c'est vrai que la secret sauce de ça, c'est quoi? C'est deux choses. La secret sauce? Ouais, c'est la même exigence intraitable sur le contenu, sur la vérification, sur le journalisme de qualité. Ça a été beaucoup dit ce matin. Donc ça, on ne transige pas avec ça. Quand je dis on, les rédactions ne transigent pas avec ça parce que c'est extrêmement important, surtout dans le monde dans lequel on est. Et en même temps, une forme qui évolue et des canaux de distribution auxquels on s'adapte, auxquels on s'ajuste. Et des rédactions qui du coup évoluent aussi, parce que on retrouve dans des rédactions des grands reporters et des TikTokers. C'est ça aussi. C'est la formule de Nicolas Charbonneau, qui est le patron des rédactions du Parisien, qui dit que la rédaction de 2025, c'est des grands reporters et des TikTokers, pardon. Comme vous le disiez tout à l'heure, pas n'importe qui, parce que là aussi, c'est comme tout, hein, dans TikTok, il y a des gens formidables, des femmes et des hommes formidables, et puis des moins respectables. Voilà. Donc, on essaye de s'associer aussi avec des producteurs de contenu qui produit des contenus de qualité. Avant d'aller justement sur la communication interne d'ailleurs, parce que c'est important aussi le groupe L'Oréal et la manière dont vous le faites connaître, et puis il y a même un néologisme, je crois, qui est né, puisqu'on parle de l'oréalien maintenant, mais on va y revenir. Juste comment se monétisent ces vidéos, Corinne Mregen? Alors, en fait, il y a trois façons de manière très, très rapide. La première, c'est sur les plateformes, c'est une co-commercialisation, nous et les plateformes, il y a un rev share, il y a un revenu partagé. Et en organique, chez nous, sur nos sites premium, c'est nous qui les commercialisons, c'est nous qui maîtrisons. Et sur nos sites, soit on commercialise des vidéos de manière traditionnelle, soit on produit de ce qu'on appelle du brand content, donc des vidéos qui sont faites pour les entreprises et pour les annonceurs. Est-ce que vous avez un message que vous voudriez passer aux régies d'une part et aux agences médias d'autre part? Alors, moi, le message, c'est qu'on a tous le même objectif, le même enjeu, c'est vous satisfaire les entreprises et les annonceurs, faire en sorte que vos campagnes de communication soient les plus visibles, les plus impactantes, les plus efficaces, parce qu'on sait parfaitement, vous avez des enjeux de bas de page, hein, c'est tout à fait légitime et normal. Donc, à nous de répondre à ces attentes. Après, moi, ce que je pense, c'est que par rapport à tout ce qu'on s'est dit, chacun doit faire sa part, comme disait, chacun doit apporter sa contribution. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, si je résume vraiment le grand enjeu pour les régies, notamment les publishers, c'est ce sujet de plateformisation. Ça fait 15 ans qu'on en parle avec Marianne, hein, quand tu étais aussi dans des régies publishers. Donc, on a ce sujet de plateformisation et de rendre l'accès à nos inventaires plus facile à acheter. Côté agence, je pense qu'il y a un enjeu, et ça a été aussi beaucoup dit ce matin, de préserver un écosystème média français souverain, européen, j'ai envie de dire, souverain, qui sanctuarise un équilibre, la qualité des contenus et le pluralisme, parce que c'est un socle fondamental du système démocratique français et européen, et ça, c'est extrêmement important. Un dernier mot sur la com interne qu'on a commencé à effleurer avec une culture ultra puissante en fait chez L'Oréal, et pour vous, c'est indissociable hein, du groupe. En tout cas, c'est un aspect essentiel de l'entreprise, c'est que effectivement on a une culture très particulière. Enfin, un certain nombre d'entre vous peut-être la connaissent, Mercedes la connaît bien. C'est très particulier. C'est sans doute lié à notre métier, c'est lié à notre histoire, c'est lié à notre culture d'entreprise qui date depuis longtemps, c'est lié à notre actionnariat familial. En fait, paradoxalement, on est quand même une entreprise familiale puisque finalement on n'en est qu'à la 3e génération aujourd'hui au conseil d'administration qui a suivi les 2 précédentes. Donc, il y a vraiment une culture très, très particulière. Alors, ça veut dire quoi, très particulière? Alors, à double titre. 1, parce qu'elle est complètement différente de toute autre entreprise. Et je pense que les gens qui connaissent L'Oréal le confirmeront. En tout cas, L'Oréal, c'est vraiment très différent de n'importe quelle autre entreprise dans le monde. Et deuxièmement, très particulière parce que ce qui est très amusant, c'est que où que vous alliez dans le monde, vous allez reconnaître quelqu'un de L'Oréal. Un L'Oréalien, si vous voulez, mais quelqu'un de L'Oréal dans un groupe, il sera différent, il aura une façon de voir les choses différentes, il aura une approche différente, il aura des réflexes différents. Et alors, ce qui est assez incroyable, c'est que historiquement, ça s'est fait de manière totalement naturelle. Et là, on rejoint un autre
concept de communication qui est la communication orale, parce que L'Oréal est une entreprise très orale, pas du tout écrite, il y a très peu aussi peu que possible de mémos, de notes, de machins, de mails, etc. Mais c'est très oral, c'est très dans l'échange. Et en fait, cette communication, et on voit d'ailleurs que la communication d'une culture se passe beaucoup mieux par l'oral que par l'écrit. Un peu comme dans les tribus, finalement. Pardon ? Comme dans les tribus. C'est très... c'est exactement ce que je dis. Moi, quand on me dit comment vous définiriez L'Oréal, je dis c'est une tribu. C'est une tribu qui a son langage, qui a ses codes, qui a ses totems et ses tabous, comme disait l'autre, et qui a des comportements assez tribaux, qui se choisit son chef. Hein. Par exemple, chez L'Oréal, ça peut paraître bizarre, mais vous ne décidez pas toujours, c'est pas toujours le patron qui décide qui on va nommer. Je veux dire, il y a une cooptation qui se fait. Et c'est d'abord la cooptation qui va fonctionner pour déterminer qui sera le nouveau leader d'un groupe, d'une division, d'un truc, etc. Et si la cooptation marche, ça va être confirmé par une décision de la direction générale. Donc il y a vraiment des comportements anthropologiques très originaux et qu'on retrouve partout dans le monde, que ce soit en Chine, au Brésil, encore une fois, en Amérique, partout. Donc c'est très puissant. Alors bien sûr, maintenant, avec toutes les méthodes de communication contemporaines, on peut en plus simplifier ça, amplifier ça par des communications internes. Mais dans le fond, finalement, la communication interne ne va venir que confirmer cette communication orale assez tribale, comme vous dites très justement. Ça vous a convaincu, ce genre de communication orale qui pourrait être appliquée aux Échos parisiens? Moi, je suis complètement convaincue par ce que fait le groupe L'Oréal, donc ça, j'ai pas besoin de... Voilà, donc ça, il y a... Non, bien sûr, oui, absolument, bien sûr. Ce qu'il faut, c'est qu'on fasse en sorte de maintenir cet écosystème, ce que je disais tout à l'heure, cet écosystème équilibré. Donc, voilà, donc c'est cette fragilité-là qu'il faut réussir à maintenir. Et pour la maintenir, il faut que toutes les parties prenantes apportent leur tribu, leur contribution. Eh ben, merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci à vous. Merci. Il est peut-être temps maintenant de donner le micro à Mercedes Serra, qui va compléter ce qu'on vient de se dire. Non, mais vraiment, merci. Pour nous, c'est important parce que très souvent, on reçoit des messages comme quoi, finalement, la com, c'est pas fait pour que le monde aille mieux. Et moi, je crois que la com, c'est fait pour que le monde aille mieux. Je pense pas du tout qu'il y a une dichotomie. Évidemment, la pub, c'est fait pour vendre. Ça, on avait compris. Alors, quand ça vend pas, on a des problèmes. Mais la pub, c'est fait aussi pour changer les comportements. Et les entreprises, elles sont soumises, comme nous, aux gens. Et les gens, ils décident de certaines choses. Donc, ça les intéresse, par exemple, d'acheter des choses à des gens qui se comportent bien. Donc, moi, j'ai une très bonne connaissance de L'Oréal, peut-être meilleure que Jean-Paul, parce qu'extérieur. Moi, j'ai vu Jean-Paul arriver. En tout cas, un avis plus objectif, probablement. Totalement. Puis moi, je suis... Non, j'ai vu Jean-Paul arriver à la tête de L'Oréal, et il y a plusieurs choses qui m'ont marqué. C'est que L'Oréal, avant, on ne parlait pas de la beauté comme on en a parlé à ce moment-là. On a commencé à parler de c'était quoi la beauté pour chacun. C'était pas le fait de décréter qu'il y avait une beauté pour tous et qu'il fallait suivre des chemins. On est allé vers des beautés plus complexes, plus diverses, et ça, c'était intéressant. Mais très vite, il a mis en place des choses que je recommande à beaucoup d'entreprises, à savoir tous les enjeux climatiques, les enjeux d'économie dans les PAC, les enjeux de ressourçabilité, et ce qui est une partie de la RSE qui, pour moi, est clé. Et de l'autre côté, aussi, qu'est-ce qu'on peut faire? Pourquoi les entreprises, pourquoi tout d'un coup, vous avez vu des campagnes étranges qui vendent aucun produit, mais qui se mettent à défendre les femmes sur leur harassement, etc. Parce que c'est la compréhension de ce qu'attendent les gens. Les gens attendent que les entreprises prennent position. Et l'entreprise L'Oréal a pris position. Donc, ils sont pas toujours rigolos. Ils sont très fatigants, surtout pour une agence, sans aucun doute. C'est pas là où j'ai gagné le mieux ma vie, pour être honnête. Mais c'est quand même intéressant de voir que tout ça peut se concilier. Et ça, c'est intéressant. Et je pense que le futur,
ça va être aussi de trouver cet intermédiaire pour la France. On est fiers de L'Oréal parce que c'est une société française qui va dans le monde. Et si on n'est pas un peu fiers, nous les Français, des sociétés, et si on s'engueule tous en pensant que dès que les gens réussissent, il faut les engueuler, on va pas s'en sortir. Donc pour moi, c'est merci Jean-Paul d'avoir été là et merci Corinne parce que Corinne, elle représente aussi avec les Échos et avec ce qu'a fait les Échos autour de la responsabilité, auquel je suis très sensible, des enjeux importants. Et bien sûr, je rejoins Marianne dans le fait que le truc le moins cher pour atteindre tous les gens, c'est la télé. Donc franchement, merci d'être là tous les deux. Vous représentez quelque chose d'important pour nous tous, aussi de faire que les entreprises françaises, les journaux français, l'information, elle soit de qualité. Et ça, je pense que vous le représentez hautement. Mais je travaille aujourd'hui avec Jean-Paul sur une école qui s'appelle HEC. Donc, on essaie de faire une des grandes écoles qui gagnent mondialement pour pas laisser les Américains, les Chinois, tout gagner, même si on les aime beaucoup. Ouais. Ça, c'est intéressant ce que vous dites aussi. C'est effectivement la communication, elle se joue aussi à ce niveau-là. C'est comment, pour le coup, faire rayonner HEC, par exemple. Elle se joue partout, la communication. De toute façon, la communication, c'est un truisme. La communication est partout. Elle est partout. Alors, il y a la communication d'entreprise, mais bon, si on reprenait un peu de hauteur, comme le professeur Aguillon nous y conviait, la communication, elle est co-substantielle à l'humanité. La communication, c'est dans la religion, c'est dans les valeurs, dans la philosophie, dans la politique, dans tous les domaines. La communication, encore une fois, elle est consubstantielle de l'être humain. Donc, elle est fondamentale. D'ailleurs, c'est assez fascinant d'avoir entendu une très grande entreprise nous dire que l'oral, c'est super important. Oui. Arrêtez les mails, quoi, les gars. Arrêtez les mails, on n'en peut plus, quoi. Hein, Parlons-nous. Parlons-nous. Et non, mais il y a un moment donné, la parole, elle est clé. Et moi, j'ai été marquée par deux choses dans mon expérience L'Oréal. C'est comme ils se parlent, ils échangent une même folie, qui est la folie des marques, l'amour pour les marques. Et ça, c'est indiscutable. Quand on a l'amour pour les marques, après, on peut discuter. Moi, je ne le ferai pas comme ça, etc. Jean-Paul, il sait que je discute tout. Mais c'est tellement important. Ça gagne parce qu'ils ont aimé leur marque. Et si vous n'avez pas vu le film, le petit documentaire qui a été fait, ou le grand documentaire qui a été fait sur Elles le valent bien, puisque ça a été, vous savez, inventé par une femme, à l'époque où McCann était la référence de la com et où on avait tourné le film incroyable sur la série Mad Men, c'est McCann. Et au milieu de Mad Men, McCann, il y a eu une femme pour dire « parce que je le vaux bien ». Et il lui avait suggéré de dire « parce qu'elle le valent bien ». Et elle disait « non, je veux mettre parce que je le vaux bien ». Et ce documentaire est incroyable. Formidable. Ouais. Ilon Specht, c'est ça le nom de cette femme? Ilon Specht. Ilon Specht, voilà. Merci, on va tous le regarder. Exactement. Merci beaucoup, Mercedes. Alors, c'est le moment d'un échange si vous le souhaitez. Et si vous avez des questions pour nos intervenants dans la salle, vous pouvez lever le bras. Alors, on a une intervenante. Voilà. Merci, Catherine. J'ai une question pour Corinne. Tu as parlé de la plateformisation. Il y a quelques années, à l'agence, un garçon m'a dit « c'est vachement intéressant, ça permettrait peut-être justement de résoudre ce problème de couverture qui fait que les investissements de Jean-Paul sont quand même aujourd'hui massivement dans le digital. » Et du coup, jusqu'où vous grimpez en couverture? Imaginons, à l'idéal, utopique peut-être, mais si les médias français de qualité se regroupaient et fondaient une grande plateforme, on arriverait à combien d'audience et de couverture cumulées? Et qu'est-ce qui fait que ça bloque aujourd'hui un peu? Alors,
c'est compliqué parce que si tu parles en jour moyen ou en couverture cumulée mensuelle, ce qu'on appelle nous l'open web. L'open web, c'est les publishers globalement. L'open web en couverture mensuelle, c'est quasiment équivalent à Meta, enfin aux grandes plateformes. En jour moyen, c'est pas vrai, mais en couverture cumulée mensuelle, c'est vrai. Le sujet de la plateformisation, c'est effectivement la simplification de l'accès. C'est un vrai sujet. Après, derrière la plateformisation, il ne peut pas y avoir d'uniformisation. C'est-à-dire qu'en fait, faut pas oublier que les missions et les fonctions des plateformes ne correspondent pas aux missions et aux fonctions de ce qu'il y a dans l'open web avec les publishers. La fonction de Google, c'est de gagner de l'argent. Moi, j'ai beaucoup de respect pour le fait de gagner de l'argent. Je suis dans le business depuis toujours. Je travaille dans un groupe de presse, j'ai travaillé dans d'autres groupes de presse, mais j'ai toujours travaillé dans l'univers de la communication. Ma fonction, c'est de développer le business, le chiffre d'affaires d'un groupe comme le nôtre pour justement avoir des rédactions puissantes, fortes, etc. Donc, j'ai beaucoup de respect pour le business. C'est pas du tout stigmatisant ce que je dis. Mais notre fonction, c'est d'abord d'informer, d'aider les gens à comprendre le monde dans lequel ils sont, et notamment face aux défis qu'on citait tout à l'heure, essayer de faire en sorte de changer les comportements et de faire émerger un modèle de société plus vertueux. Donc, c'est pas exactement la même chose. Et la ligne éditoriale d'un groupe comme le mien n'est pas la ligne éditoriale du groupe Le Monde, que je respecte énormément parce que je travaillais 6 ans avec eux, chez eux, ou du Figaro, où j'ai travaillé aussi, ou de France TV, ou du service public, donc la plateformisation pour des publishers, c'est un sujet qui est très important, qu'on est en train d'adresser. Donc, on est en train de voir quel est le socle technologique qui va nous permettre de le faire, mais il faut qu'on réussisse à le faire sans uniformiser, sans lisser nos lignes éditoriales. La ligne éditoriale du groupe Les Échos Parisiens et notamment des Échos, c'est la conviction que l'entreprise est au cœur de la transformation de la société. L'entreprise, pour nous, c'est un moteur de croissance et de progrès pour la société. C'est pas la ligne éditoriale du Monde, que je respecte énormément, et c'est pas la ligne éditoriale du Figaro, qui est différente aussi. Tu vois, donc en fait, c'est ça le sujet de la plateformisation, c'est rendre ces inventaires accessibles, mais ne pas perdre en chemin ce qu'on est profondément. Voilà. Et j'avais une question pour Jean-Paul. On a vu ce matin que le modèle des médias, il est vraiment en danger. C'est-à-dire que justement, ce mouvement que vous avez fait vers le digital, il est puissant, il est impressionnant, il est assez massif de la part des annonceurs, et que du coup, c'est la démocratie qui est en danger. Si on fait vite, parce que les médias sont en difficulté, est-ce que vous seriez prêt à mettre des choses de l'ordre de la RSE ou dans cette histoire-là, et de dire que oui, il y a une responsabilité éthique et d'annonceurs à aller mettre un peu plus d'argent à un moment où ils sont en difficulté, alors qu'ils ont été tellement importants dans votre développement? Oui, on serait prêt, mais je pense que le problème ne se pose pas comme ça, pour être franc. Parce que si tu le poses comme ça, il n'y a pas de solution. Je veux dire, tu ne vas pas réussir à mobiliser des entreprises du monde entier, parce que ce n'est pas L'Oréal qui va sauver le monde. Hein. Donc, il faudrait réussir à mobiliser toutes les entreprises, et ce n'est pas comme ça qu'on va les mobiliser. À mon avis, ce qui va se passer, je pense, c'est qu'il va y avoir un retour de balancier. C'est allé tellement loin dans le domaine digital et puis... et réseaux sociaux que à un moment donné ça va revenir, parce qu'on voit bien qu'il y a une perte en ligne qui est quand même assez terrifiante. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a une perte en ligne en termes de qualité de contenu, en termes de sens, en termes de ce qui fait quand même à la fin des éléments fondamentaux de la communication. Donc je pense que le pendule va revenir, et que il faut que les médias historiques redéfinissent aussi leur raison d'être, leur raison de complémentarité par rapport au digital, par rapport à tout ça, et je pense que les plans médias des entreprises vont devenir de plus en plus hybrides. Moi, j'y crois beaucoup. Je crois beaucoup qu'une campagne pour une grande marque, qui n'est pas une campagne purement transactionnelle, elle doit s'appuyer sur différents médias, c'est-à-dire certainement du réseau social pour l'instantanéité, pour aller chercher les gens là où ils sont, mais ensuite les faire venir sur de la presse, de façon à pouvoir lire un peu du contenu,
pour ceux qui en ont envie, ou de l'affichage, parce que ça joue aussi un rôle, la télévision, bien sûr. Donc moi, je pense que les choses vont se redéfinir, se redessiner. Mais je ne pense pas que c'est en mobilisant les gens sur le fait de sauver les médias qui va fonctionner. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Et nous, on soutient certains médias parce qu'on considère qu'ils sont importants pour le paysage. Je ne vous dirai pas lesquels, mais on soutient certains médias parce qu'on considère que leur existence est importante justement pour la démocratie. Oui. Alors, au troisième rang. J'ai déjà un micro. Bonjour. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ma question se porte plus pour Monsieur Agon. J'avais une question en tant que grand spécialiste de la beauté. Est-ce que vous avez déjà pensé à créer votre propre média spécialiste de beauté? Oui, on a pensé à ça. Oui, parce que moi, vous savez, ça fait 47 ans que je suis chez L'Oréal, donc j'ai eu le temps d'avoir beaucoup d'idées, etc., etc. Alors, on l'a pas fait. Alors, on y a pensé. On a pensé à faire, pourquoi pas, une chaîne de télévision. Il y a, je sais pas quoi, il y a Fashion TV, Lux TV, etc., etc., des choses comme ça, chaîne de télévision ou un magazine, etc. Et en fait, on l'a pas fait parce que, d'abord, on considère que les médias existants sont beaucoup plus forts que nous pour le reach, comme on appelle ça en français, pardon, la couverture, pour rejoindre les consommateurs, etc. Et deuxièmement, parce que c'est pas notre métier. Vous savez, nous, on est un peu simple. On considère que ce qu'on sait faire, c'est créer des produits, créer des innovations en matière de produits de beauté, des formules qui sont probablement parmi les meilleures du monde, communiquer après pour que les gens les connaissent. Mais bon, on n'a pas pensé que nous-mêmes, on était capable de faire mieux que les autres des médias. Et en même temps, pour être franc, on a toujours eu des excellents partenariats avec les agences, avec les médias. On n'a jamais été frustrés de ce partenariat. Et on pense que c'est un partenariat très productif et qui ne nécessite pas de notre part de procéder autrement. Merci beaucoup. Et même, je peux même vous dire un autre chose, parce qu'il y a une autre. Vous avez raison, c'est une bonne question. Par exemple, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas nos propres sites internet, etc. Alors, on les fait, mais on s'aperçoit aussi que c'est très difficile avec son propre site d'avoir une audience et une couverture effectivement extrêmement large. Il y a un vieux dicton anglais qui dit « You have to fish where the fishes are ». Il faut pêcher là où il y a le plus de poissons. Et en fait, c'est beaucoup plus efficace de s'appuyer sur par exemple, des sites existants très, très puissants ou des sites de e-commerce, etc. Parce que là sont déjà tous les poissons. Donc ça sert à rien d'aller créer son propre étang où il y aura quelques petits poissons qui se battront en duel, donc ça vaut pas la peine. Et un certificat, par exemple, comme LVMH le fait, par exemple pour L'Oréal, un certificat comme LVMH le fait, par exemple, vous y avez déjà pensé pour C'est quoi un L'Oréal? certificat? Il y a des... Oui, voilà. Les certificats Inside LVMH, des formations qui sont faites ou des certificats sont remis à la fin sur, par exemple, des enjeux RSE ou autres actuellement. Des formations, vous voulez dire? Oui. Ah oui, bien sûr, oui, bien sûr. On a une université L'Oréal. Oui, absolument. Non, tout à fait. Mais ça, c'est pas tout à fait pareil que la question du média. Non, c'était une autre question. D'accord, ok. Oui, absolument. Non, absolument. Non, la formation est très importante. On dérive un peu par rapport au sujet communication, mais la formation est très importante. Et il y a des universités L'Oréal sur tous les sujets. Il y a 90 000 personnes dans le groupe qui sont tous concentrés sur un seul métier. Et notre mission, c'est de les former au mieux pour accomplir cette mission. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui. Si, prenez un micro pour qu'on... Vous pouvez parler plus fort quand même, alors? Vous prenez un micro. Pas bien, non. Non, mais si vous parlez très fort, on va vous entendre. Allez-y. Allez-y. Bon, il y a un micro qui va arriver, je crois, là. Voilà. D'accord.
Je me permettrai peut-être de prendre un peu mon temps, puisque justement, donc organisation syndicale de salariés, notre but est justement de propager notre récit. On fait beaucoup de communication et notre but est justement d'exister. Sinon, on entend trop peu la voix des travailleurs, justement. Au passage, d'ailleurs, nous sommes première organisation syndicale aux Parisiens. Mais effectivement, donc il y a eu depuis ce matin des discussions sur la question de la démocratie. On y est extrêmement sensible, nous, les organisations syndicales. Et je dis même qu'on est relativement vieux. Nous, on a 130 ans dans notre organisation. Et en termes de fonctionnement, justement, on a exactement le même. Je comprends très bien le terme que vous avez utilisé de tribu. C'est d'ailleurs la méthode de management la plus utilisée, enfin, la plus modernement utilisée aujourd'hui, notamment par Spotify. Ils utilisent le terme de tribalisation, justement, et c'est comme ça maintenant qu'on a tendance à créer de manière très performante les nouvelles entreprises. Ce type d'organisation existe assez rarement, mais par contre, nous, les syndicats, on fait ça depuis le début. C'est ce qu'on appelle justement des syndicats d'entreprise. Vous êtes une tribu, là, vous aussi. Voilà, on crée des petites tribus qui s'appellent des syndicats d'entreprise et on les fédère. Du coup, on appelle ça le fédéralisme. Par contre, notre fonctionnement interne, c'est justement la démocratie et pas la cooptation, qui sont aussi d'autres manières de faire de la sélection de personnes, de talents, etc. Mais souvent assez proches quelque part, puisqu'effectivement, il y a toujours des personnes qui se réunissent ensuite autour d'une table pour décider de savoir si effectivement on a bien coopté la bonne personne, par exemple. Et effectivement, quelque part, ce sont des systèmes assez similaires. Ceci dit, quand même, voilà, c'était le sujet aujourd'hui là de la santé économique des pays, mais également des gens, autour notamment donc du processus de destruction créatrice de Schumpeter, qui a dit ça déjà dans les années 20, donc ça fait un siècle. Et c'est justement ça un peu le sujet, justement. Qu'est-ce qui va être détruit, certes de l'activité des entreprises, mais parfois aussi des gens, des revenus, des rentes. Et donc, ça peut aussi amener son lot de désastres sociaux. Il y a toujours un revers de la pièce économique, c'est le social. Et c'est justement aussi qu'il y a ce petit récit à vous partager. Quand vous parliez comment on a créé de l'activité pendant les congés payés, qui était justement une conquête syndicale de 1934-36, en opposition justement à la montée du fascisme en France, organisée initialement par les organisations syndicales, avant que le politique suive et crée en 36 les 2 premières semaines de congés payés, et on l'a acquis quand même de lutte assez difficile. Et si vous pouviez être avec nous pour faire la 6e semaine de congés payés pour tous, ce serait pas mal. Proposition. Très belle communication, bravo. Bon, merci. Non, en tout cas, je retiens qu'effectivement, FO est une tribu, bravo, et 2, que la communication est essentielle à votre activité. Et bravo. Donc, c'est QFD, bravo. Comme quoi, la communication est partout, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais, merci, monsieur. Merci encore. Est-ce qu'il y a une main qui se lève, que je ne vois pas par là-bas, paraît-il? Ah oui, à ma droite. Bonjour, je suis Corinne Versini, je suis comédienne voix off, je fais partie des Voix, une belle association qui lutte en ce moment justement pour qu'on soit tous ensemble, qu'on garde nos métiers, nos très beaux métiers de communicants, puisque on ne nous voit pas, mais on nous entend quand même beaucoup. Et vous avez parlé de l'ambre solaire. Formidable idée, formidable invention, formidable communication et ce beau message, parce que vous le valez bien, que nous avons tous prononcé un jour ou l'autre, en famille ou en télé. C'est un message universel qui a sûrement inspiré aussi des futurs communicants en lycée et même plus tard en école de commerce, en Monsieur Agon et Madame Régène. Justement, puisque vous touchez à la beauté de tous, à l'écologie, à la valeur, courage, vertu, force, c'est ce que vous avez rappelé, à l'oralité aussi. J'espère que face à l'IA et à sa puissance dévorante dans nos métiers, alors on parle beaucoup de doublage, mais il n'y a pas que les comédiens de doublage, il y a le documentaire, et la publicité, le livre audio. Nous pourrons compter sur la résonance de la communication de L'Oréal, des Échos, du Parisien, pour garder l'humain dans nos métiers. Et j'espère que le message passe chez les politiques qu'il faut un refill humain et pas qu'un refill de bouteilles de parfum. Pardon pour utiliser tout ça. Mais en tout cas, montrer l'importance de l'oralité humaine et donc des voix humaines, des visages humains dans la communication, un cadre politique bienveillant pour les futures générations aussi, parce que nous tous humains, nous le valons bien, non? Bravo, bravo, bravo. Ah. Bon, je vous félicite, vous avez une très jolie voix, je comprends que
sur votre métier. C'est un beau métier. C'est un beau métier et c'est un bel instrument. Vous avez raison, c'est un vrai sujet, ça. Parce que je vais vous donner une anecdote. Par exemple, on enregistrait les vœux pour les 90 000 collaborateurs il y a 3 jours, là, le samedi dernier, une vidéo. Et donc, j'ai fait les vœux en anglais, parce qu'on a quand même 80% de nos collaborateurs qui parlent anglais et pas français. Et puis après, je m'apprêtais à faire la version en français. Et on m'a dit, non, c'est pas la peine. C'est pas la peine que tu la fasses parce que c'est l'IA qui va la faire. J'ai dit, ah bon? Bon, voilà. Donc effectivement, je me demande si la prochaine fois, ils vont même me demander de venir faire la version anglaise, quoi. Donc, vous avez raison, c'est un vrai sujet. Alors, sur la voix, j'avoue que ça mérite plus de réflexion. Déjà, sur l'image, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a pris une décision chez L'Oréal. C'est le directeur général de L'Oréal qui l'a prise, c'est Nicolas Hieronymus, qui je trouve est une très belle décision. C'est qu'aucun visage de nos communications ne sera fait par l'IA. Aucun visage, aucun plan de peau ou quoi que ce soit, ou de maquillage, etc. Parce que on veut absolument garantir l'authenticité du fait que ce qu'on montre est vrai et le résultat est vrai. Et parce que, évidemment, avec l'IA, vous pouvez faire n'importe quoi. Vous pouvez, il n'y a pas de limite. Donc, déjà, ça, on le fait au niveau de l'image. Et écoutez, on va réfléchir à comment on peut faire au niveau de la voix aussi. Mais vous avez raison, c'est un vrai sujet. Pas facile. Non, ce que je peux juste dire, c'est qu'effectivement, d'ailleurs, c'est marrant que vous posiez la question, parce que je me disais, c'est bizarre, on n'a pas parlé d'IA générative. Alors, ça a été dit ce matin, et on a parlé de LLM, alors que moi, il n'y a pas une intervention, un endroit où on ne parle pas de LLM. Alors, surtout, c'est le sujet de tout le monde, hein, c'est aussi le sujet de comment les contenus des marques remontent. C'est vraiment le sujet, c'est aussi un sujet majeur et stratégique pour les médias, évidemment. Moi, ce que je peux vous dire sur notre groupe, et Pierre Louette, qui est le président directeur général du groupe, le dirait bien sûr bien mieux que moi. On a été très attentif et Pierre a été le premier parmi les publishers à rédiger une charte pour bien différencier ce qui était utilisable. Alors c'était il y a 3 ans, hein, donc depuis les choses bougent évidemment, mais justement pour pas que l'IA soit utilisée à tort et à travers dans un groupe comme le nôtre, notamment côté éditorial. Ce qu'on peut dire aujourd'hui sur la partie LLM, vous le savez, hein, parce que c'est médiatisé tous les jours, il y a pas mal de deals qui ont été réalisés par d'autres publishers, notamment OpenAI a signé des deals, a choisi un média par pays. D'ailleurs, la question pourrait se poser, hein, choisir un média par pays, et aussi honorable que soit le média en question, c'est une manière de se dire la France, enfin ce qui va remonter sur la France via cette ligne-là, c'est une vision du monde. En l'occurrence, c'est Le Monde. Alors, OpenAI a signé avec Le Monde il y a 3 ans, et c'est très bien parce que c'est un grand journal, enfin un grand média extrêmement de grande qualité, mais c'est une ligne éditoriale. Donc même ça, c'est intéressant à rechallenger quand même, hein. Donc voilà. Nous, on est en train de discuter. Ce qui est sûr, c'est que la ligne de Pierre Louette et de nos rédactions, hein, c'est que on discute avec ces grands opérateurs parce que l'adoption est massive, hein. Je pense que dans la salle, il y a pas une personne, d'après moi, dans cette salle qui n'a pas utilisé l'IAG, qui n'a jamais utilisé l'IAG. C'est une adoption qui est phénoménale en termes de croissance et de rapidité. Donc on peut pas faire comme si ça n'existait pas, ça existe, mais nous on va être extrêmement attentifs à ne pas ouvrir tout à l'IAG sans contrepartie. Donc c'est ça qu'on est en train de dealer avec eux, avec les différents acteurs. Les perplexités très intéressantes par l'environnement business, donc plutôt les Échos. OpenAI est très intéressé par le Parisien. Mistral est très intéressé par Paris Match, parce qu'il y a aussi Paris Match dans notre giron. Voilà. Donc on le fait au cas par cas, mais on est en tout cas très attentif pour ne pas faire tout et n'importe quoi. Alors, la question qu'il faut quand même se poser, c'est que là, aujourd'hui, on parle d'IA générative qui nous aide à améliorer la productivité notamment. Dans 10 ans, la question, ce sera de l'IA générative qui réfléchit. Donc, il faut déjà penser à demain. Voilà, vaste programme. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour cette table ronde. Merci encore.